C'est vrai que dans un environnement comme ça, c'est impressionnant. On a parfois envie de repartir en courant. Non, tout va bien. Alors, je vais vous parler de mécanique de jeu. Un petit peu, l'idée, c'est de prendre ce qu'utilisent les éditeurs de jeux pour capter l'attention des joueurs et faire que les joueurs restent dans leur jeu, et de voir comment on peut appliquer ça à la pédagogie, et pour capter l'attention de nos étudiants, puisque l'idée, c'est un petit peu ça. Et vous verrez qu'entre les mécaniques de jeu et puis ce qu'on a envie de faire en matière de pédagogie, il y a des liens extrêmement proches. Donc j'ai affiché 12 mécaniques de jeu à l'écran, et puis on va les passer en revue, peut-être pas les 12, on n'aura peut-être pas le temps dans la demi-heure qu'on a devant nous. Et pour faire ça, vous allez essayer d'associer une de ces mécaniques de jeu, donc qui sont les 12 qui sont au-dessus, hein, qui sont nommées A, B, C, D, E, etc., avec 12 mots-clés. Donc il y a plein de gens qui ont voté, je ne sais pas ce qui ressort, Frédéric, par exemple, a voté, à 1. Alors si la réponse est juste, je vais prendre le mot progression 1, je le place sur interactivité. Ben, c'est pas bon, donc c'est pas bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? B2, histoire et seconde chance. Non, pas bon non plus. B6, histoire et scénario pédagogique. B6, voilà, ça marche. Alors, c'est bien sûr une mécanique de jeu fondamentale dans les jeux. Quasiment tous les jeux racontent une histoire. C'est devenu quelque chose de tellement prégnant dans le monde du jeu vidéo et important que même des petits jeux auxquels certains d'entre vous jouent, je suis sûr, sur les mobiles type Candy Crush Saga, Bubble 8, ce genre de choses-là, même là, dans ces jeux-là, il y a des histoires qui sont racontées. Quand moi j'étais ado et que je jouais à des jeux de voitures de course, l'objectif c'était on fait des circuits, puis le premier qui gagne, voilà, le premier qui arrive au bout, il a gagné. Aujourd'hui, même dans ces jeux-là, ça se déroule souvent dans des mondes ouverts et avec des histoires qui sont racontées. Donc l'histoire, c'est quelque chose qui est devenu de vraiment prégnant. Alors il y a quoi dans une histoire? Il y a en général un protagoniste, c'est le héros auquel on peut s'identifier. Il y a un adversaire, c'est le gros méchant à la fin du jeu qu'il faut absolument battre. Et puis il y a une intrigue, c'est tout ce chemin qui va nous permettre d'arriver à cet adversaire et à le battre. Si on veut traduire ça en matière d'e-learning, eh ben, c'est ce qu'on pourrait appeler le scénario pédagogique. Finalement, le protagoniste, c'est qui dans mon e-learning? Eh ben, c'est moi, étudiant, pas moi enseignant, hein, moi, étudiant, et je suis impliqué dans mon dispositif en e-learning. Mon adversaire, ce n'est pas dans un cours en ligne qu'on va tuer des big boss du jeu vidéo. Mon adversaire, c'est l'activité, mais l'activité avec un sens de défi, quelque chose d'un peu consistant et difficile. Il y a des profils de joueurs qui sont très accros à ça, à surmonter des tâches un petit peu importantes. Et l'intrigue, c'est votre scénario pédagogique. C'est tout ce que vous allez mettre en place pour arriver d'un point de départ au point d'arrivée où l'étudiant a appris quelque chose. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental. Dans Moodle, il n'y a pas d'activité particulière par rapport à ça. C'est juste la manière dont on va créer son cours Moodle qui est importante et garder à l'esprit quand on fait de l'e-learning, de bien écrire son scénario pédagogique, de leur bien penser. Là où on pourrait venir les mains dans les poches dans un cours en présentiel, j'exagère un peu, hein, mais on pourrait, c'est beaucoup plus difficile dans e-learning où tout doit être écrit. Donc en général, pour chaque mécanique, j'ai ces 3 temps, avec un 3e temps plus spécifique à Moodle pour vous montrer des choses dans Moodle. Là, ce point-là, il n'y en a pas, mais on verra ça dans un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme vote? A7, pédagogie active et interactivité. C'est juste? Alors, l'interactivité, c'est l'autre point important du jeu vidéo. Bien évidemment, on ne connaît pas un seul jeu où il n'y a pas de l'interactivité. Il y a toujours quelque chose à faire dans un jeu. C'est pour ça que là, vous avez vos smartphones pour essayer de jouer un peu. C'est aussi une manière, dans du présentiel, d'apporter de la ludification. On est dans l'action et pas juste dans écouter. Si on compare à la télé, c'est l'endroit où on est assis sur son fauteuil et puis on regarde, on écoute et on apprend plein de choses, d'accord, avec la télé. Le jeu vidéo, c'est le cran suivant où on va être dans l'action parce qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose dans un jeu vidéo. Et on peut faire l'analogie du coup entre TV et jeux vidéo et puis les pédagogies transmissives et les pédagogies actives. Pédagogie transmissive, voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, je suis très mauvais, je fais de la pédagogie transmissive. Vous écoutez, je parle. L'idée étant d'aller si on veut s'inspirer du jeu vidéo, c'est vraiment d'être dans l'interaction le plus possible, de faire participer les gens, de les faire échanger, débattre, etc. Donc les pédagogies actives,
C'est le cœur de Moodle. Moodle a été créé pour ça, d'accord? Même si aujourd'hui Moodle, chez beaucoup d'enseignants, c'est un cimetière à PDF. Ce que j'appelle le cimetière à PDF, c'est la collection de PDF qu'on met dans Moodle pour donner à ses étudiants. Et puis débrouille-toi avec ces PDF. Je ne sais pas si je dois le lire avant le cours, après le cours, pendant le cours, lequel je dois lire, lequel n'est qu'une information supplémentaire, etc. Si on veut s'inspirer des jeux vidéo, il doit y avoir ce côté actif de choses à faire, d'activités. Donc dans Moodle, toutes les activités participent à ça. Il y a de l'évaluation par les pairs, il y a de la remise de travaux dans les devoirs, il y a des débats dans les forums. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Il doit y avoir une quarantaine d'activités différentes, voire plus si on compte les plugins. Je vous montrerai des exemples de cours, on verra selon le temps. Je vous montrerai parfois l'un ou l'autre exemple de ce qu'on peut faire ici. C12. Oui, règles et consignes. Dans un jeu, les règles ont tellement d'importance que ça porte un nom dans le monde du jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle le gameplay. Le gameplay dit dans le jeu toutes les règles qui vont faire que le jeu fonctionne. Par exemple, si je suis un super-héros qui a le pouvoir de se téléporter, il y aura peut-être une règle qui va dire que je ne peux me téléporter qu'à 10 mètres. Et tout le jeu va être construit autour de cette règle. Peut-être qu'à un moment, j'aurai un super pouvoir qui me permettra d'aller à 20 mètres, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette règle de base qui va me permettre de construire absolument tout le jeu. Donc les règles, les contraintes, tout ça va être fixé. Alors vous allez me dire quel rapport avec l'e-learning. Je vais dire là une banalité sans doute pour beaucoup d'entre vous, mais si on regarde les cimetières à PDF, cette banalité, elle n'y est pas. D'accord ? Simplement le fait, dans l'e-learning, d'énoncer les règles, c'est fondamental. C'est hyper important de bien décrire les activités, ce qu'on attend de l'étudiant, dans quel ordre faire les choses, s'il y a un ordre, parce qu'il n'y en a pas forcément. On peut aussi imaginer des cours où il n'y a pas d'ordre du tout. Mais c'est fondamental de le dire, du coup, d'accord, et d'exprimer ces règles, même si on trouvera bien sûr toujours des contre-exemples. Donc ça, c'est un point qui peut paraître banal, mais qui est important, écrire les choses. Donc là non plus, c'est juste une consigne, il n'y a rien de particulier, Moodle ne changera rien à la donne par rapport à ça. Ce que je vous propose, pour donner à tout le monde le temps de voter, c'est de passer à une question qui est plus facile. Je vous repose une question, donc très rapidement, essayez de faire une proposition, et puis mon collègue Frédéric qui est devant me dira laquelle gagne. Je vous affiche les choix à l'écran. Donc associer une lettre avec un chiffre. Et donc, ce n'est pas grave si vous n'avez pas tous le temps de voter, Fred, dès que tu as un petit peu un chiffre, quelque chose qui ressort. K1. Défi et niveau avec progression. Oui, très bien. Alors, défi et niveau. Ça, par contre, je vais vous montrer ce que ça donne dans un cours Moodle. Je vais vous montrer un exemple. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, dont on ne se rend pas forcément compte. C'est que quand l'exercice est difficile, ben, les étudiants, ils aiment ça. Dire le truc pas évident, il y a deux choses qui sont très dures pour un étudiant, c'est soit ce qu'on leur propose est beaucoup trop simple, soit c'est beaucoup trop dur. Le truc, c'est de trouver un juste milieu, mais un milieu quand même difficile. Idéalement, qui ne se résout pas tout seul, qui se résout plutôt avec du travail en équipe, qui nécessite de la constitution de groupes et autres. Et donc dans les jeux vidéo, il y a cette notion de défi et de niveau. Je suis par exemple un sorcier tueur de dragons, je démarre, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, j'ai un niveau 1, je vais gagner dans toutes les actions que je vais faire, je vais gagner un petit peu d'expérience et je vais passer à un niveau supérieur. Je vais atteindre un niveau 2. Je vais continuer à affronter des défis, je vais atteindre un niveau 3. Et du coup, comment ça peut se traduire ça dans de l'e-learning? C'est peut-être simplement de jouer sur les mots. Et plutôt que dans nos cours de parler de chapitres, ben on pourrait utiliser ce terme de niveau pour faire vraiment le lien avec le monde du jeu vidéo. Et plutôt que de parler d'activités, parler de défis, de missions, pas parler de TD, de TP, mais défis, missions, ce genre de choses-là. Et plus globalement, d'utiliser dans votre cours, y compris quand on énonce les règles et dans tout ce qu'on fait, de ce vocabulaire du jeu. On peut utiliser pour ça dans Moodle des fonctionnalités assez sympas. Moi, j'ai détourné la liste de tâches, je vais vous montrer ça. Et puis, plus classiquement, les achèvements d'activités et les restrictions d'accès. Alors, je vous montre ça dans un cours dont l'objectif est de construire son identité numérique, qui est entièrement ludifié et où tout le vocabulaire tourne avec des phrases qui sont un peu moins académiques que d'habitude. Et défi et niveau, c'est où?
c'est ici. En fait, j'ai découpé en 4 niveaux. Ils découvrent ce qu'est l'identité numérique, ils voient ce que sont les réseaux sociaux, ils font vivre leur identité numérique, et ensuite ils la partagent dans un portfolio. Et ils vont d'abord dans ce niveau 1, ils ne peuvent pas aller au niveau 2 tant qu'ils n'ont pas fait le niveau 1. D'ailleurs, là, vous avez la vision prof sous les yeux, vous avez vu tous les niveaux, l'étudiant ne les voit même pas, les niveaux 2, 3, 4, il ne voit que le niveau 1. Par contre, vous verrez après, il y a une autre mécanique de jeu qui dit qu'il ne faut pas trop non plus brider les apprenants et puis imposer un chemin unique, c'est pas bon ça. Donc à l'intérieur de ce niveau 1, il y a plein d'activités qui sont toutes facultatives. D'accord ? Ils doivent par contre en faire un certain nombre et il choisit celle qu'il veut faire en fonction de ses envies, son objectif, ce qu'il a déjà fait dans sa vie autour de l'identité numérique. Et chacune de ces activités dans ce cours Moodle sont bloquées par des restrictions d'accès. D'accord ? Il faut avoir fait un tableau de bord autour du portfolio d'abord, avant de pouvoir continuer et faire les activités. Et ici, j'ai détourné la liste de tâches dans Moodle pour atteindre à ce 70% d'activités. Dès qu'ils ont 70% d'activités faites, la liste de tâches, c'est elle qui me le dit, et du coup, mon niveau 2 se déclenche. D'accord ? Voilà. Donc j'ai ici un détour. Elle est très facile à faire, la liste de tâches. On lui dit juste dans les tâches, je veux l'ensemble des activités qui sont dans ma section. D'accord ? Voilà, je ne rentre pas dans le détail dans la technique. Si vous avez des questions, je vous laisserai, vous pourrez venir me voir, je pourrai vous montrer. Voilà, donc ça c'est pour le côté défi et niveau. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? G9. G9. Chronomètre, contrainte de temps. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clairement une mécanique de jeu que j'ai commencé à utiliser en m'intéressant aux mécaniques de jeu. C'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Au contraire, je trouverais plutôt que de brider le temps, moi ça m'a toujours posé de problème et je n'ai jamais voulu faire ça avec mes étudiants. L'examen, moi, ça me pose un problème, ce temps contenu, etc. J'ai envie de laisser le temps à chacun, le temps qu'il lui faut pour apprendre. Et quand je me suis intéressé à pourquoi cette mécanique-là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, la contrainte de temps, elle permet d'ajouter de la tension. Et quand on est sous tension, en fait, on est concentré à 100% sur sa tâche et tout le reste n'est pas important. Dans un jeu, quand vous avez des phases tranquilles qui sont suivies avec une phase où il y a une contrainte de temps, ça change même sur la position du joueur. Quand j'ai le temps, je suis comme ça sur mon canapé, je joue avec ma manette en jeu, bof. Et dès que j'ai contrainte de temps, clac, je m'assois, je suis concentré sur la tâche et je ne pense à plus rien d'autre. D'accord ? Et donc, du coup, ça, on peut l'utiliser aussi en e-learning pour contraindre l'étudiant à se concentrer sur une tâche. Je vais vous montrer un exemple très concret de comment ajouter une limite dans le temps et à quoi ça peut être utile. Dans un cours, cette fois-ci, sur le portfolio, j'avais au début, ce qu'on l'a vu avant, les règles du jeu. Et donc, c'était un pavé comme ça à lire, où j'avais tous les objectifs du cours, le fait qu'il y avait des badges dans le cours et qu'il fallait le savoir, qu'il fallait répondre dans des espaces d'échange, etc. Les stats de Moodle ont été très clairs, personne n'allait lire ça. D'accord ? C'était une page dans Moodle, ça ne les intéressait pas, les objectifs, et donc personne n'allait le lire. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, j'ai pris une leçon. Dans l'activité leçon, c'est un peu, pour le dire très vite, l'histoire dont vous êtes le héros. Hein. Vous pouvez faire un cheminement dans une activité pour les étudiants. Et au lieu d'avoir ma page très statique et très sérieuse, j'ai mis une contrainte de temps sur une leçon. Et donc, les étudiants vont consulter la leçon. Donc ici, je suis prof, donc vous ne verrez pas le chronomètre, mais dès que ça démarre, il y a un chronomètre de 4 minutes. Ils ont donc 4 minutes et ça défile, ils le voient tout le temps, et du coup, ils sont concentrés là-dessus. Ils ont 4 réponses à laquelle ils doivent répondre, collectionner badges de ce module. Là aussi, vocabulaire plutôt qui raconte une histoire. Êtes-vous prêt à relever le défi, trouver tous les badges ? Oui, bof. Donc ils choisissent. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent répondre ce qu'ils veulent. Ça les emmène quand même là où moi je veux qu'ils aillent. Je veux juste qu'ils soient au courant qu'il y a des badges, au courant qu'il y a une mesure d'activité, etc. Et en fait, je les arnaque complètement parce que la contrainte de temps, elle est fausse, parce qu'en gros, il faut 1 minute, même pas, pour répondre à cette activité, mais ils ne le savent pas. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils doivent faire dans 4 minutes, et donc ils vont le faire, et ils vont être concentrés pour le faire. Après, je n'arrive pas à mesurer s'ils ont beaucoup plus compris ce que j'attends d'eux après dans ce qu'il y a à faire, mais au moins là, je suis sûr qu'ils l'ont vu au moins une fois. Parce qu'en plus, il y a une restriction d'activité qui va déclencher toute la suite, ils sont obligés de passer par là pour le faire.
Voilà un exemple de contrainte de temps, mais ça pourrait aussi être sur des QCM, tout simplement, un QCM qui est ouvert de telle heure à telle heure, ou une limite de temps, vous avez 3 minutes pour répondre à un QCM, il y a plein d'endroits dans Moodle où on peut mettre des contraintes de temps. Une dernière façon de mettre une contrainte de temps, c'est de jouer sur les dates d'ouverture d'une activité. Du coup, ça marche avec toutes les activités de Moodle. Et de se servir un peu de ce qu'on fait dans l'événementiel. Dans l'événementiel, on fait des événements rares. Plus un événement est rare, plus il y a de monde qui y va. Et du coup, si votre activité elle est rare, si elle peut avoir lieu qu'à un moment donné, là aussi, concentration de l'étudiant, et il va y aller à ce moment-là. Il sait que s'il n'y va pas, il a loupé quelque chose. Donc, contrainte de temps, c'est vraiment une activité que j'ai découverte en m'intéressant à ces mécaniques de jeu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? A8. A, non pas A. J8. E3. E3. Découverte et explorer. Donc, dans les jeux, c'est quelque chose qui marche bien, ça. Vous avez des jeux type Assassin's Creed, vous avez peut-être entendu ça, où vous avez une trame générale qui raconte une histoire, mais à côté de ça, il y a plein d'activités annexes, explorer, c'est un monde ouvert, hein. Le joueur fait ce qu'il veut, il se balade absolument où il veut, il y a une des versions qui se joue à Paris à l'époque de la Révolution, où vous pouvez vous balader absolument partout et grimper sur tous les monuments parisiens, vous pouvez explorer, vous pouvez chercher des objets cachés, faire des chasses au trésor, etc. En termes d'e-learning, ça passe par tout ce qui est apporter des informations supplémentaires, donner des bonus, ce genre de choses-là. Dans Moodle, il y a des activités sympas. Il y a l'activité Level Up, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent déjà, puis les activités conditionnelles et les activités cachées. Je vous montre ce que ça donne plutôt que de parler dans le vide. Voilà Level Up, ici. Donc cette activité, là, elle mesure juste la participation de l'étudiant. Dès qu'il fait quelque chose, il gagne des points. Si ce qu'il fait est créatif, dans le sens je crée une question dans un forum, je dépose un devoir, ça fait beaucoup de points. S'il se contente de lire, ça lui fait très peu de points. Donc ça incite à être plutôt actif dans ce que fait l'étudiant. Et chaque fois qu'il change de niveau, pouf, pop-up, bravo, tu as atteint le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, etc. Et à chaque fois, on peut connecter ça avec une condition d'accès à une activité. Et en fait, dans mon cours, tout à la fin du cours, je leur donne des bonus. À chaque fois qu'ils atteignent un niveau, ils ont des bonus. Quand il est très en ligne, ce cours, hein, très numérique. Les bonus pourraient être donnés en présentiel aussi. Là, c'est essentiellement de la ressource numérique. Donc, j'essaye de trouver des vidéos un petit peu décalées ou humoristiques, qui ne sont pas de l'ordre de la ressource de cours, parce que tout le monde doit l'avoir. La ressource de cours qui est fondamentale pour la compétence que je vise, tout le monde doit l'avoir. Donc mon bonus, il faut juste que je fasse attention à ne pas mettre une de ces ressources de cours fondamentales. Mais j'essaie quand même de mettre des choses qui soient connectées au sujet. Donc là, l'exemple, c'est les données, ce qu'on fait de nos données. Ici, c'est une pub pour un moteur de recherche Quant qui respecte la vie privée des gens, mais qui est sur un ton très décalé, très humoristique. Voilà, donc le bonus, ça peut aussi être, ici, obtenez le point de niveau 4, simplement le très classique point en plus dans la note. Ça peut aussi être ça. L'idée, c'est étant donc de jouer sur ce côté, trouver des bonus, des choses en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? F4. Motivation et feedback. Ça aurait pu, mais ce n'était pas mon choix. Sinon, je vais refaire un vote parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je passe à la question suivante. Allez, vous avez quelques secondes pour refaire un choix avec les lettres et les chiffres qui restent. F10. Alors. Ouais, feedback avec accompagnement. Dans un jeu, vous avez toujours un feedback. Dès que vous faites une action, n'importe laquelle, vous avez un retour. Vous savez si ce que vous avez fait est bien ou pas, si ça vous fait avancer dans la progression de votre histoire ou pas. Je suis un chevalier, j'ai une épée, il y a un vase, je le tape, le vase se casse, c'est que j'avais quelque chose à faire. Je le sais parce que le vase s'est cassé. D'accord ?
Dans un cours en ligne, si je reprends toujours mon cimetière à PDF, ce n'est pas le cas. J'ai peut-être lu mon PDF, je ne sais pas si c'est ce que je devais faire. Donc ce qui est très important en matière de pédagogie, c'est de donner un retour à l'étudiant, de lui faire des feedbacks qui ne sont pas feedback. Quand on parle de Moodle, on pense peut-être spontanément au QCM de Moodle, c'est ça aussi, mais pas que ça. Mais typiquement dans un QCM de Moodle, ce serait effectivement de faire petit à petit un QCM très riche, plutôt formatif, dans lequel, pour toutes les réponses, il y a un retour. Si je fais une faute, je sais, j'ai une explication sur cette faute. Pourquoi j'ai fait cette erreur, comment je dois m'améliorer. Donc, avoir des retours, ça peut passer par les feedbacks dans les QCM, mais ça peut aussi être des objets à collectionner. Si je gagne un badge, à un moment donné, je sais que j'ai fait une bonne action, parce que j'ai gagné un badge. Simplement le fait d'une activité qui se débloque dans Moodle parce que j'ai réussi la précédente, c'est aussi une information que je progresse. D'accord ? Donc, il y a plein de manières de donner des retours qui sont automatisés. Souvent, les retours, on ne les donne pas à nos étudiants parce qu'on n'a pas le temps. Enseignant, on suit 200 étudiants. Comment je fais pour donner des feedbacks à chacun ? Eh bien, avec l'e-learning, on peut trouver des moyens de donner des feedbacks qui soient automatiques. Ce qui ne remplace pas l'humain. L'humain reste fondamental, mais au moins, ça aide. Donc, je vais donner les deux exemples dans Moodle, les badges et les activités conditionnelles. J8. Alors, 8 bonus avec J. Voilà, les joueurs marchent beaucoup à ça. Dans tous les jeux, vous gagnez des trophées, des bonus, des succès. Ça change de nom selon le jeu et le type de plateforme. Je vous l'ai montré avant, finalement, quand en vous montrant Level Up, je suis passé tout de suite sur la partie bonus. C'est ce que je vous ai montré avant, donc je ne reviens pas plus là-dessus. Un élément bonus qui est assez étonnant, c'est l'exercice supplémentaire. Souvent, on pleure parce que nos étudiants ne veulent pas faire les exercices. Mais en fait, il y a des gens qui arrivent à faire que les étudiants leur réclament des exercices en plus. À partir du moment où l'exercice est en mode projet, etc., et bien, du coup, ça leur permet d'avoir plus envie et du coup de même faire ces exercices en plus, si ça leur apporte quelque chose après, qui n'est pas forcément la note. D'accord ? Souvent on dit les étudiants ne marchent qu'à la note, ce qui est vrai, hein, c'est quelque chose qu'on ressent souvent, mais pas forcément. Si on arrive à les mettre en mode défi, travail de groupe, etc., pédagogie de projet, il y a d'autres moteurs qui se mettent en place. J'ai déjà parlé de ces points-là, donc je passe. Alors, là, comme le temps a déjà pas mal avancé, on a deux possibilités. Soit on n'est pas obligé de voir les 12 mécaniques, soit on en fait encore une ou deux, soit si vous avez des questions, je vous laisse plutôt un temps de poser des questions. Alors, qui veut que je continue les mécaniques? Levez le doigt, on va faire ça à main levée. Si vous êtes un peu nombreux, je continue. Ok, ben je continue alors. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre, Frédéric? H5. Alors, la version perte. Celui-là, il est étonnant. Celui-là, c'est la mécanique que je n'arrive pas à mettre en place, mais je vous la donne quand même, parce que c'est intéressant. En fait, c'est un trait de caractère de l'humain de manière générale, qui fait qu'on va plutôt éviter de perdre ce qu'on a déjà acquis, plutôt que de gagner quelque chose de neuf. Et je ne sais pas encore l'utiliser, cette mécanique, mais j'ai peut-être juste un petit exemple. Dans mes cours, il y a à la fin, comme dans beaucoup de cours, une évaluation de ce cours. Et je la rentre dans cette mécanique de jeu, et donc pour avoir le badge final qui va certifier que j'ai vraiment bien bossé dans le cours, il faut avoir répondu sur ça. Mais que font les étudiants? Beaucoup, au début, quand ils n'ont pas l'habitude de ce type de cours, c'est qu'ils vont répondre à cette évaluation en premier, ils vont écrire absolument n'importe quoi dedans, et du coup, ça n'aura eu pas l'effet que je voulais. Moi, je vais avoir un retour sur mon cours. Et du coup, il y a deux choses qui peuvent contrer ça. C'est les règles du jeu, c'est de bien afficher des règles du jeu à un moment donné et de leur dire, attention, si ce que vous répondez dans cette évaluation de l'enseignement ne correspond pas à ce que j'attends, et si vous faites juste pour gagner des points, alors je peux vous retirer des points. Je peux vous retirer des bonus déjà acquis, je peux vous retirer un badge déjà acquis. Et là, on joue sur la version perte. D'accord? Et ils ne veulent pas qu'on leur retire ce qu'ils ont déjà gagné, et du coup, j'ai plus de chances qu'ils respectent la règle sur l'évaluation des enseignements. Alors, rapidement, les derniers. Donc, il reste 5 minutes en gros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si vous voulez interagir. Je vais vous les donner, dernier. Contrôle du joueur, navigation libre. Important, ça, très important, parce que quand on fait de l'e-learning, le premier réflexe, et je suis le premier à avoir fait cette erreur,
c'est de faire un cours hyper cadré, hyper rigide, avec une seule façon d'arriver du point A au point d'arrivée. D'accord ? Et je me souviendrai toute ma vie d'un cours qui était un cours sur comment créer un cours dans Moodle, complètement en ligne. J'étais hyper fier de mon cours. Qu'est-ce que j'étais content d'avoir mis des restrictions d'accès, des achèvements d'activités, un cheminement, un accompagnement pas à pas des enseignants qui venaient suivre ce cours, jusqu'à ce qu'une enseigne me dise « Ouais, mais ton truc, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, je sais déjà tout ça, là, au début, je maîtrise Moodle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton truc tout à la fin sur les classes inversées, les badges, etc. Et je fais comment, moi ?» Et du coup, je me dis « Ouais, c'est pas bon du tout ce que j'ai fait. » Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est contrôle du joueur. Penser que le joueur, il a envie d'être libre, il a envie de faire ce qu'il veut, il veut pouvoir contrôler son parcours, ce sentiment de réussite, avoir ce sentiment de pouvoir réussir ou d'échouer, pourquoi pas, et de donner cette liberté à chacun, et donc de faire des parcours à l'intérieur de Moodle. L'exemple que vous aviez avant avec mes 4 niveaux dans l'identité numérique, à l'intérieur, autant il est un peu rigide parce qu'il faut passer par les 4 niveaux, on passe de 1 à 4, ça c'est dans l'ordre, mais à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. D'accord ? À l'intérieur, on a vraiment la liberté de choisir l'activité, il y a ce contrôle possible. Et le cours créé un cours Moodle, celui-là, je l'ai transformé encore plus. L'enseignant qui, dès le début, veut avoir accès à tout, je lui ai mis des portes secrètes, toujours rester dans ce côté ludique avec ce vocabulaire-là. Et s'il active et il la trouve, la porte secrète, et il la trouve facilement, je ne l'ai vraiment pas planqué, cette porte secrète, il a accès à toutes les sections du cours, dès le début. Il y a vraiment ce cheminement possible. Celui qui a besoin d'être accompagné pas à pas, il est accompagné pas à pas. Contrôle du joueur. Après, j'avais une remarque, Très parce que important. tu parlais des jeux vidéo, par exemple. Ça me fait penser que certains joueurs aiment bien les jeux un peu linéaires à couloir, finalement, et d'autres vont aimer les open world. Et je pense que ça peut être une bonne comparaison par rapport à un cours Moodle, où certains vont être rassurés de suivre justement un cheminement, et d'autres, par contre, viennent piocher, comme tu dis, des choses. Mais c'est peut-être pas le même objectif à terme. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, chez les joueurs, ceux qui aiment les parcours linéaires ne jouent quasiment qu'à ces jeux-là. Ils ne vont même pas aller dans les mondes ouverts. Et ceux qui vont dans les mondes ouverts ne vont pas dans les jeux linéaires. En termes d'e-learning, ce qu'il faut savoir, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous ai mis un article dans le cours Moodle qui accompagne cette communication. Il y a des profils de joueurs. Ces profils de joueurs sont les mêmes que les profils d'étudiants qui viennent dans nos cours, avec certains qui aiment cette liberté, d'autres qui aiment être accompagnés, d'autres qui aiment le côté social, je veux aider les autres, d'autres qui ont besoin de relever des défis. Il y a 5 ou 6 types de profils de joueurs. Vous regarderez l'article, il est vraiment très intéressant. Et on peut faire un cours en e-learning, contrairement aux jeux vidéo, où on englobe tous ces types de joueurs. Si on arrive à faire un cours qui répond à tous les types de profils de joueurs, on a plus de facilité à avancer. Alors je vois que le temps tourne. J'avais simplement une question, peut-être qu'on va devoir terminer à 40 d'après ce qu'on me disait. Donc c'est super intéressant et merci vraiment pour tous ces exemples. Je voulais savoir, par exemple, pour un enseignant qui se trouve ici, par exemple, dans cette salle, quel investissement, est-ce que c'est un investissement important pour mettre en place ce genre de dynamique? Qu'est-ce que toi tu en penses? Comment se former, etc. Enfin, quel est ton retour par rapport à ça? Alors très important effectivement parce que c'est ce qui fait peur. C'est clair que derrière le cours sur l'identité numérique ludifiée, il y a un nombre d'heures absolument astronomique de travail derrière. Trouver les bonus, c'est extrêmement difficile de trouver des bonus qui soient intéressants. Par contre, le côté rassurant, par rapport à ce que je viens de dire là qui peut faire peur, c'est qu'il ne faut pas vouloir le faire en une fois. Moi j'ai mis 4 ans je crois à le faire. J'ai commencé avec une version basique, pas ludifiée du tout de ce cours, puis je ludifiais un petit peu en rajoutant des badges, puis j'ai poussé un peu plus loin les QCM, puis j'ai rajouté les bonus, et ce cours a 4 ans, et aujourd'hui il est dans cet état-là. Mais à aucun moment je ne me suis mis la pression pour aller tout de suite dans quelque chose qui va loin dans le ludique. On peut vraiment y aller petit à petit. Je crois qu'il y avait une question de monsieur là. Déjà pour vous remercier, c'était super. J'aurais besoin de savoir d'où est-ce qu'ils viennent ces 12 principes. Est-ce que c'est vous qui les avez retrouvés ou est-ce que vous les avez trouvés dans la littérature ou des ressources? Et est-ce que justement vous avez des ressources pour que nous on puisse aller plus loin? Oui, alors je vous ai mis dans le cours qui accompagne cette communication, je vous ai mis mes sources qui m'ont permis de créer cette présentation. Donc vous avez le lien qui explique les 12 mécaniques de jeu et le lien sur les profils de joueurs que je n'aurai pas le temps de vous parler. Je vous l'affiche juste mais je ne vais pas le commenter. Vous avez des différents profils et vous trouvez les articles dans le cours. Il y a un forum aussi, si vous voulez me poser des questions, j'y répondrai. Attendez, il y a une question. Il est fermé? Le cours pour les inscriptions. Ouais, je le ferai. J'ai juste une petite question. Vous avez parlé de porte secrète, ça m'intéresse.
Quelle est la fonction de Moodle que vous utilisez pour les portes secrètes? Ouais, d'accord. Il peut y en avoir plusieurs. Une vient d'apparaître dans une des dernières versions de Moodle où on peut mettre des activités en fait, qui sont cachées. Elle est utilisable par l'étudiant, mais elle n'apparaît pas dans le cours. Et du coup, la seule façon d'y accéder, c'est de décrire un lien quelque part pour accéder à cette activité cachée. Et par exemple, dans un QCM, dans une leçon, dans n'importe laquelle de vos activités dans Moodle, vous mettez le lien vers cette activité cachée. C'est ce qu'on appelle activité furtive d'ailleurs. Peut-être, ouais. Je me souviens plus du nom Moodle, exact. Furtive. Ouais. En tout cas, dans les options là où vous dites activité visible par l'étudiant ou non visible, il y a maintenant une troisième option qui est furtif ou caché. Je ne sais plus effectivement le terme exact. Oui, c'est ça. Sinon, la plupart des quelques plugins que tu as montrés sont présents dans la version de base de Moodle, dans le package de base, mais par contre, la plupart sont aussi issus des plugins complémentaires. Oui. Donc ça, éventuellement, tu auras peut-être la liste dans l'espace de cours à je peux la rajouter si vous voulez, je la rajoute. Level Up, par exemple, c'est un plugin à ajouter. La barre de progression, progress bar, etc., c'est Okay. pareil, etc., mais effectivement, voilà. Oui. Alors, je pense qu'on peut vraiment applaudir Alain parce que c'est un sacré boulot. Merci beaucoup. Merci. À lui. Et juste avant que vous quittiez, parce que encore une fois cette présentation, moi elle m'a beaucoup plu également, j'espère que vous aussi. Si vous voulez un petit peu sponsoriser cette présentation pour qu'elle soit peut-être élue la meilleure présentation, on ne sait pas du Moodle Moot, eh bien, je vous invite à aller sur le. Alors vous tapez simplement Klaxoon sur votre navigateur, KLAX2ON. Et là, vous verrez, vous tapez sur le premier lien, il n'y a pas de difficulté. Et vous mettez ce code, tout en majuscule, mais de toute façon, ce n'est pas sensible à la casse a priori. Et voilà, vous pouvez donc évaluer cet atelier, enfin cette présentation. Et puis, on va pouvoir maintenant aller, une fois que tout ça est fait, aller se restaurer. Voilà, merci encore à Alain, et puis à bientôt à tous. Si certains ont des questions, je peux encore rester un petit peu si vous voulez venir me voir. Et pour répondre à vos questions, je réponds volontiers. Merci. Je vais tout de suite ouvrir le cours. Je pensais qu'il était ouvert.